pour faire de l'émergence de projets, faire une grande soirée participative avec des techniques d'intelligence collective, etc., sur lesquelles on forme des personnes pour créer des collectifs et inventer des idées innovantes. La Fabrique à entreprendre, c'est un collectif d'accompagnateurs de projets qu'il y a sur le Pays des Léoniens, dont le but est de créer des actions communes pour apporter une réponse peut-être plus personnalisée à certains porteurs de projets qui ont des projets parfois un peu complexes et qui peuvent aller dans plusieurs champs de l'entrepreneuriat. Et le dernier est masqué. Et puis surtout, dans un des outils qu'on a qui est un petit peu chapeau à ce niveau-là, c'est un programme de recherche et développement social. Bon, c'est un gros mot, hein, mais c'est quelque chose qu'on est en train d'opérationnaliser au cluster, c'est de se dire, dans cette logique expérimentale, comme aujourd'hui un PTCE, c'est un concept qui a été créé, qui n'a pas encore, on ne peut pas encore vraiment dire qu'il est complètement solide et parfaitement bien défini. C'est de se dire, on bute sur un tas de projets, et un tas de problèmes et de freins, et donc comment on arrive à concevoir des outils pour les lever. C'est vraiment ça un petit peu l'objectif de la R&D, et en utilisant les ressources de la recherche plus fondamentale. Du coup, d'où le travail qu'on fait sur l'entrepreneuriat de territoire, à définir est-ce qu'on est en train de mettre en place un nouveau type d'entrepreneuriat qui serait différent de l'entrepreneuriat social, de l'entrepreneuriat collectif et d'autres formes de l'entrepreneuriat qui sont déjà plus identifiées. Est-ce que tu peux passer à la suivante? Donc ça, c'est la méthode principalement qu'on met en place avec voilà, une phase de processus de projet assez classique. Bonjour. Pierre-François arrive. Du coup, j'ai commencé à présenter les projets. Donc ça, c'est notre méthode qui reprend un peu des processus de gestion de projet classique, donc de définir une problématique, découvrir des solutions, développer les fonctionnalités, puis démontrer que c'est possible et puis la lancer à grande échelle. Et avec cette dimension vraiment de coopération qu'on essaie d'incarner à chaque phase pour que cette dimension collective et ancrée sur le territoire soit toujours apparente. Est-ce que tu peux passer à la prochaine? Voilà, et ça, c'est la version un peu plus évoluée qu'on a faite de la base où on était parti plus sur un processus de R&D techno. Donc là, qu'on a adapté vraiment à notre volonté de faire quelque chose d'ancré et de collectif. Donc on a un peu simplifié la chose en disant que notre métier, c'est de trouver un problème, un porteur et une solution, de mixer les trois et d'en faire un projet qui soit porté par la suite. Mais c'est encore quelque chose qu'on est en train de redéfinir et qu'on affine au fil du temps et des expériences. Non, c'est pas moi qui passe la feuille. Je veux bien que tu passes à la prochaine. Du coup, là, on passe sur les projets. On va peut-être faire le quiz. C'est vous qui... L'idée, après, c'était de bonjour à tous. Excusez-moi du retard. Je ne souhaitais pas qu'on accueille le café d'être en retard. Merci à Camille d'avoir pris le relais. L'idée, c'était de pouvoir présenter 3 projets un peu emblématiques du cluster parce qu'ils n'ont pas été portés de la même manière, ils ne sont pas émergés de la même façon. Du coup, c'est le quiz, peut-être on pourrait lancer le quiz de manière à bien identifier le métier. Ça me permettra ensuite d'appuyer sur certains points pendant la discussion. Voilà. Alors en fait, Pierre-François, ce que je vais faire, c'est que j'utilise le mode sondage de Zoom. Super. Donc du coup, vous allez voir en direct les réponses des personnes qui... Super. Voilà. Mais du coup, il y a les 4 questions sont posées sur la même page. Donc il faut que vous commentiez les questions avant en même temps. Ok, ça marche. Voilà. Bon, c'est juste un peu, c'est juste pour agrémenter et aller un petit peu dans la provocation. Donc, la première, donc ce qu'on essaye de faire dans le cluster, l'entrepreneuriat de territoire et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Voilà. J'avais, je crois, mis l'entrepreneuriat social ou collectif, mais voilà. La deuxième, c'est sur un territoire, il est plus difficile d'identifier les ressources d'un territoire que de mobiliser ses acteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet item ou non? Sachant que je ne vous connais pas tous. 3, la co-construction relève de contrats proposant des garanties protégeant les parties prenantes ou d'alliances liant les partenaires à leur succès, mais aussi à leurs échecs. 4, on les relira peut-être plus doucement après,
plutôt sur la gouvernance. Donc, vous voyez qu'on est parti du territoire pour aller à l'aboutissement. L'entrepreneuriat de territoire reste avant tout de l'entrepreneuriat et nécessite un leader pour lequel le collectif est un faire-valoir. Et l'entrepreneuriat de territoire reste avant tout un processus collectif et démocratique qui permet à chacune des parties prenantes de contribuer au projet apportant une vraie plus-value par la collégialité. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin, Bertie, de… Alors, je vois que les personnes sont en train de voter, donc on va les laisser voter tranquillement. Ouais, c'est pas moi qui ai la main, c'est Christiane. Oui, donc là, c'est moi qui ai la main. Oui, je sais bien, mais je… Okay. Ouais. Donc là, il y a 2 personnes qui ont voté, donc on va laisser… On a le droit de voter, Christiane, hein? Oui, mais moi, je ne vois pas où je peux voter, en fait. Oui, si, vous pouvez voter, mais moi, je ne vois pas où… C'est la première fois que j'utilise cet outil de sondage, donc du coup… Si c'est toi qui l'as mis en place, tu peux peut-être pas participer. Ouais, je pense que c'est le cas. Je pense que je ne peux pas voter. Bon, après, pour ceux qui ont voté, sans attendre le suspense du dépouillement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des bonnes et mauvaises réponses. L'idée, c'était de provoquer un débat. Donc, voilà le résultat. Ah, il y a quand même un peu de divergence, c'est bien. Voilà, l'entrepreneuriat du territoire, c'est peut-être la première. Donc, le résultat, voilà, 83% qui disent que c'est la même chose. Non, qui disent que ce n'est pas la même chose. Oui, alors au cluster, on pense qu'en effet, il y a 4 briques aujourd'hui qui composent l'entrepreneuriat de territoire et qu'on ne retrouve pas sur l'entrepreneuriat individuel, qui est plutôt axé sur le marché, qu'on ne retrouve pas non plus sur l'entrepreneuriat collectif, qu'on ne retrouve pas non plus sur l'entrepreneuriat social. Et si tu as les 4 briques en tête, Camille, voilà, aujourd'hui on est à même de décomposer ce qui représente pour nous l'entrepreneuriat de territoire. Donc il y a 4 critères et Camille va les… Ah mince. 4 critères qu'on identifie pour définir ce que c'est un projet pertinent, dans le sens où il répond bien aux besoins du territoire et qui soit porté de manière partagée. Donc ça, c'est pertinent, faisable, ancré et porté collectivement, en gros. Et voilà, ça fait partie de notre processus de formalisation. C'est sûrement un débat, mais c'est pour montrer que ces 4 cases ne peuvent pas être cochées sur l'entrepreneuriat collectif, individuel ou social. Le deuxième, c'est plus difficile d'identifier les ressources d'un territoire que de mobiliser ses acteurs. C'est bien, c'est tranché. Quand c'est tranché, j'aime bien quand il y a des débats comme ça. Voilà, on caricature notre job en disant que tous les territoires ont des ressources. Voilà, tous les territoires ont des ressources. Donc le job, c'est de les révéler. Ça peut être une bouteille vide qui va devenir une ressource. Ça peut être un étang. Ça peut être du marc de café en compost. Et que l'enjeu, la difficulté, c'est… À mes yeux, alors là, ce n'est pas dogmatique, mais c'est plus difficile d'agglomérer les gens et de faire travailler les gens ensemble que d'identifier les ressources sur un territoire. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver ces catalyseurs, ces personnes qui sont en capacité alors quelle est la phrase, de mobiliser les acteurs autour d'une ressource. Et il y a un vrai enjeu et un savoir-faire qu'on essaie d'avoir, mais qu'on n'a pas la prétention de maîtriser. Et aujourd'hui, notre difficulté, notre challenge, il est plutôt sur… On a plein de ressources. Voilà, il me semble qu'on a plein de ressources, on a plein de projets, c'est plutôt d'agglomérer et de créer la coopération autour des projets. La co-construction. Et de la maintenir dans la durée, non, c'est pas… Pardon. Et de la maintenir dans la durée. Et la maintenir dans la durée. Et l'alimenter, mais là, ça fait partie… oui, ça fait partie de… Pour qu'un territoire résilient, on pense qu'il faut qu'il y ait en effet de la coopération et des projets qui sortent. Bon, les deux autres, on est plutôt en république dictatoriale, puisqu'on est à 100% depuis le site. Donc, il n'y a pas trop de débat, c'est pas très amusant. Voilà, la construction. N'empêche que, sur le premier, on aura tout le temps des sujets à ce que des sujets soient accaparés ou qu'on ait besoin d'un leader charismatique qui incarne le projet, parce qu'on a aussi besoin de raconter des récits parce que c'est le récit qui emmène un territoire. Et on a souvent besoin aussi d'identifier le projet à quelqu'un. Voilà. Donc après, c'est de bien trouver l'équilibre entre le collectif et la capacité à lui déléguer certaines fonctions. Mais ça peut être un aléa moral, voilà. Mais ça peut arriver. Et puis la gouvernance, alors j'étais plutôt sur la 4. Ouais, j'étais plutôt sur la 4. Et la 3, voilà, la 3, c'est facile de le dire, mais si les conditions de la coopération n'ont pas été créées au préalable, on est obligé de partir avec des garanties. Et donc on est, voilà, donc, qui dit garantie dit contrat. Et je m'associe, comme il y a
du risque, bah, le contrat crée de la dépendance, enfin, l'alliance crée de l'interdépendance. Si je bouge, eh ben, on bouge ensemble. Voilà. Alors que le contrat fait que si tu te plantes, si tu bouges, eh ben, on a des garanties et des clauses qui fait que tu bouges. Moi, je ne bouge pas et je suis protégé. Alors que l'alliance emmène, enfin voilà, on est sur un mouvement et une dynamique ensemble. Voilà. C'était en guise d'introduction, un peu peut-être provocante ou sclérosante, qui permet peut-être rapidement de décrire les trois projets qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Je vais peut-être raccourcir la présentation de manière à ce qu'il y ait du débat. Si on peut revenir du coup au slide. Donc le premier, c'était la valorisation de la bouteille, la consigne. Donc on est parti, c'est un des premiers projets du cluster où on a considéré qu'il y avait 10 millions de bouteilles de vin dans le Jura, 7 millions qui étaient consommées localement avec une bouteille qui est spécifique puisqu'il y a un marquage vin du Jura dessus. Et on s'est dit plutôt que d'être d'un déchet et de la mettre dans la benne, dans le conteneur, on pouvait peut-être l'imaginer de revenir à un système qui existait il y a quelques années qui s'appelle la consigne. Et donc on a essayé de mettre en place une filière de revalorisation des bouteilles vides en mobilisant à la fois, moi je n'ai pas l'écran mais je vais continuer, en mobilisant à la fois les viticulteurs en disant est-ce que ça vous intéresse? Vous ne voyez pas l'écran? Si. Moi je ne le vois pas mais je vais essayer de faire en live. On voit juste que tu partages l'écran mais juste le mot qui est écrit. Mais il est partagé, moi, nous on le voit pourtant. Ah, bon. Alors, vous voyez les slides? Moi je vois que je suis en partage d'écran. Donc, est-ce que c'est… On peut le regarder en local. Je le regardais en local du coup. Et vous, dans les options d'affichage, non, il y a peut-être… dans les options d'affichage, oui. Donc on va aller directement sur la diapo 15, 15 si tu le veux bien, oui. Où on a du coup mis en place une filière. Et c'est là où on a essayé d'aligner les intérêts. Donc je suis sur un petit schéma avec des pictogrammes, filière globale territoriale, où on a essayé d'aligner les acteurs autour de la création de cette filière avec des consommateurs qui ont accepté de refaire un déplacement pour ramener leurs bouteilles dans des lieux de consommation, des vignerons qui ont accepté d'utiliser des bouteilles déjà usagées, et donc avec un risque sanitaire, avec un risque de marketing par rapport à la brillance. Des grandes surfaces, des commerces qui ont accepté de lâcher des mètres carrés destinés à la vente et de mettre des palettes ou des caisses pour accepter des bouteilles vides, des mètres carrés qui ne généraient plus de chiffre d'affaires. Des événements qui ont permis de communiquer sur la filière. Et ensuite, un certain nombre d'opérateurs industriels, notamment un qui assurait la logistique de tous les cafés et restaurants de Bourgogne-Franche-Comté pour amener les bouteilles sur le centre de lavage, ce qu'on appelle en logistique inverse, c'est-à-dire qu'il livrait dans son commerce, dans son business, il a accepté en logistique inverse rapide de ramener les bouteilles qu'il avait collectées là où il avait livré de la marchandise. Et ensuite, le groupe de main, un groupe d'insertion qui triait, et ensuite un lavage chez un opérateur local. Voilà. Donc cette filière, on l'a tentée, on l'a portée, et malheureusement, pour différentes raisons, la filière n'a pas pu perdurer, et parce que l'opérateur du lavage s'est retiré de la filière et a refusé pour différentes raisons de participer à la filière. Il n'a plus mis à disposition son outil de lavage. Ça n'a pas été la seule explication, mais ça nous a fait du mal. Du coup, la filière est tombée en stand-by. Il fallait compter qu'on pouvait créer un emploi par million de bouteilles recyclées. Voilà. Et on a rebondi 2 ans plus tard. Donc, on avait créé une association qui gérait le business et qui avait relavé 30 000 bouteilles. Et donc, du coup, on a diapo 17. On a recréé, le projet a rebondi, fortement soutenu par la région et l'ADEME, avec 2 nouvelles porteuses de projet. Donc, c'est tout le cluster qui portait. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on avait porté le projet et on l'avait internalisé. Et donc là, il s'est externalisé avec 2 porteuses de projet qui changent un petit peu la configuration du projet en disant on n'est peut-être pas que sur de la bouteille, mais on est peut-être sur du contenant. Et on est aussi peut-être sur du contenant et de l'usage. Sous-entendu, je suis peut-être aussi en capacité de laver, je suis peut-être aussi en capacité de produire de la statistique commerciale sur les lieux d'achat, etc. Et donc, le projet aujourd'hui est en gestation et les premiers lavages par ces 2 porteuses de projet va avoir lieu, je pense, d'ici la fin de l'année. Et vous voyez, avec une logique beaucoup plus environnementale et usage que industrielle, tel qu'il était prévu au début. Donc ça, c'est un projet qui a été
sur lequel le cadre de coopération a éclaté. Il repart aujourd'hui avec 2 nouvelles porteuses et en espérant gagner des parts de marché, mais pas que sur les bouteilles, sur les contenants en verre. Le deuxième projet qu'on voulait vous partager, c'était le diapo numéro 18. Je ne sais pas si Christiane t'arrive à suivre. C'est bon, ça va. C'est bon? Ouais. C'est le projet résilience. Alors, autant des projets comme JMB, il faut 4 ans pour les sortir, autant celui-là est sorti en 15 jours. Le 5 mai, on faisait paraître une newsletter en disant qu'on travaillait sur la coopération entre 3 couturières qui voulaient mettre mettre en commun des opérations. Et puis le fait qu'un groupe national d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Résilience, dans la suite du Covid, cherche à relocaliser la filière textile et s'appuie sur des centres de production complètement atomisés sur le territoire national. Et là, on s'est dit, nous, on pourrait, sachant qu'on avait une compétence en interne au niveau du cluster. Et donc, du coup, réunion partenariale le 12 mai avec les trois opérateurs locaux qui acceptaient de mettre des locaux, de la main-d'œuvre et du matériel en commun, la directe, la région, l'ADEME, le pays. Voilà, donc une réunion téléphonique le 12 mai en Covid qui dit banco, on y va. Le 13 mai, sur un tableau, on réunissait les 3 industriels qui disaient on y va. Le 15 mai, on achetait pour 25 000 € de machines à coudre. Le 19 mai, on installait la salle grâce à des tables prêtées par la ville de Lons. Et le 20 mai, on installait l'atelier. Le 25 mai, on accueillait les 5 premiers salariés pour coudre des masques, puisque le premier marché que la dimension nationale nous offre, c'est les masques. Le 28 mai, on devait passer le protocole qualité qui prouvait que nos masques étaient bien faits. Le 29 mai, on vendait les premiers masques. Le 2 juin, on les expédiait. Le 12 juin, on changeait de modèle, parce qu'on a dû changer de modèle. Et le 15 juin, on a aujourd'hui 14 personnes dans l'atelier, 12 ETP, qui produisent environ 1000 masques par jour. Et dont l'objectif est donc du coup, je pense que c'est le slide d'après, dont l'objectif aujourd'hui est de partir sur une plateforme textile à Lons. Donc aujourd'hui 12 ETP, 100% des personnes formées, donc on a eu 60 candidatures pour répondre à la main-d'œuvre. Un peu de formation, 2 masques travaillés, plus de 7000 masques produits, et 3 acteurs, donc du coup le groupe coopératif Demain qui fait le recrutement et qui a investi dans les machines, la PEI qui nous fournit le plateau de 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés, et puis EPAR qui est une autre structure d'insertion qui fournit aussi de la main-d'œuvre et du personnel. Et donc là, les 3 acteurs hier ont décidé de se dire, schéma d'après, ont décidé de se dire, ok, on a fait le lancement, il faut qu'on stabilise pendant la transition jusqu'à décembre, et on va partir sur la création d'un atelier qui pourra faire de la formation, qui pourra peut-être faire de la tenture, qui pourra faire aussi d'autres structures, donc une V2, V2 prime et V2 seconde, en maintenant une vingtaine de salariés et en essayant d'être un outil de relocalisation de la filière textile. Donc bien sûr les masques, aujourd'hui on communique pas mal, on a quelques commandes sur du vêtement de travail, sur du porte-bébé. À 15 jours, vous embauchez 14 personnes et l'autre, sur 2 ans, sur 4 ans, vous êtes toujours 2 salariés avec un modèle économique qui a du mal, mais socialement et territorialement, ont tous les deux une pertinence. Et puis le dernier que je voulais vous partager, non, il n'y en a pas un troisième. C'est le film. Alors je ne sais pas si on peut passer le film. Oui, on peut partager le film. C'est un projet pendant que ça se met en place peut-être. Voilà. C'est un projet, mais ça va être expliqué, de valorisation des bâches événementielles pour créer des goodies localement avec une entrepreneuse qui va expliquer son parcours sur le film. Entreprise, entrepreneurs, collectivités, la suite peut vous intéresser. Start-up de territoire, c'est une démarche de mobilisation et d'implication citoyenne à long terme.
Au Cluster Jura, nous pensons que tout le monde possède un bout de la solution. Et réunis ensemble, nous sommes capables de résoudre des problèmes complexes. La 3e édition, ça commence par mobiliser nos 80 sociétaires pour imaginer le meilleur plan d'action. C'est ensuite ouvrir la démarche au territoire par un appel à idées pour détecter toutes les bonnes idées qui n'existent pas encore localement, d'utilité sociétale et à potentiel économique. Ce sont 70 idées récoltées, 22 ateliers retenus et travaillés. Le point d'orgue de la démarche, c'est la soirée Remue-Ménage, où 300 citoyens, entreprises, entrepreneurs, collectivités viennent construire ensemble des solutions créatives grâce à notre intelligence collective. Au Laba, je propose de fabriquer des objets à partir de bâches récupérées. Je propose des cabas, des paniers, des trousses. Faire des objets avec des bâches, les réemployer, ça existe déjà. Et de se dire qu'en fait, dans notre coin assez rural, on pouvait faire ça, je trouvais que c'était assez chouette. L'idée du projet, c'est né d'une rencontre entre deux structures, les Rendez-vous de l'Aventure d'une part, qui organise un festival de films d'aventure, et mon entreprise qui à l'époque avait une marque qui s'appelait Rayon Jaune. Comme tout festival, ils avaient des bâches. Ils se sont aperçus en allant à la déchetterie que ces bâches, elles allaient être enfouies. Ils s'étaient tournés vers le cluster qui à l'époque organisait sa première start-up territoire pour faire un atelier sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bâches. J'ai participé à l'atelier Start-up Territoire, les bâches crèvent la toile, qui a réuni une quinzaine de personnes. C'est un atelier qui a extrêmement bien marché. On était d'univers très, très variés. Le projet était assez ludique, plaisait à tout le monde et on a vraiment avancé là-dessus. Et on a tellement avancé qu'en fait, on a eu l'impression, à l'issue des 2 ou 3 heures qu'on avait passées ensemble, que ça y est, on avait créé l'entreprise, on avait trouvé une marque, on savait, voilà, on avait vu qu'on avait plusieurs types de publics. Au titre de l'événement et de l'entreprise, oui, ça a été vraiment un événement fondateur qui a permis aussi, à l'issue de ce gros groupe de travail de la start-up, de créer un petit groupe de copilotage, on peut dire en quelque sorte, qui était OK pour continuer à travailler sur le projet. À l'issue de l'événement Startup, le cluster nous a réunis déjà dans un premier temps. On s'est retrouvés, je pense, à peu près une fois tous les mois, tous les 2 mois, pendant peut-être 6 mois. Le cluster nous a proposé d'aller visiter un tiers-lieu lors d'un voyage d'études. Et il se trouve que dans ce tiers-lieu, il y avait un atelier de fabrication de sacs et autres accessoires en bâches récupérées. Ça a été un peu finalement l'événement fondateur que le cluster nous fasse participer à ce voyage d'études. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, tiers-lieu, je connaissais même pas le nom. Ça m'a permis de voir que j'adhérais vraiment à toutes ces valeurs et tout ce qu'il proposait. Alors il y avait quand même un gros frein, c'est que je me sentais pas du tout légitime à être porteuse de projet puisque l'idée elle venait pas de moi. Ça nous a permis d'en parler. Et puis après, on a dû réunir le groupe et je leur ai soumis ma candidature en quelque sorte pour devenir porteuse de projet. Donc c'est vraiment ce voyage d'études organisé par le cluster qui m'a permis de prendre conscience vraiment de cette histoire d'oser devenir porteuse de projet. Le cluster m'a quand même pas mal épaulée au niveau personnel, aide à entreprendre. Du coup, je recommence un accompagnement avec le cluster pour définir un petit peu quelle est la suite de l'entreprise, le développement ou pas le développement. Aujourd'hui, je suis assez épanouie dans mon activité et j'espère que ça va continuer. Start-up de territoire, c'est une démarche sur le long terme de construction et d'accélération de projets par et pour le territoire. C'est un état d'esprit et des méthodes de créativité efficaces qui peuvent être dupliquées à toute échelle. Une communauté de communes, une entreprise ou toute organisation. C'est une mobilisation horizontale, une qualification précise, un suivi rigoureux. Les maîtres mots, décloisonnement, coopération et entrepreneuriat pour impact sociétal fort. Juste pour dire, et en conclusion, puis après on se taira un petit peu, juste pour dire que Béatrice, en fait, elle intègre le projet dont on vient de parler, le projet du textile, et elle va déplacer son atelier dans le projet Résilience, prendre le management opérationnel de la chose, et comme quoi, voilà, c'est aussi la dynamique de territoire, comme quoi des projets, une fois qu'ils sont nés, enrichissent et s'agglomèrent autour d'autres.
et ça ne fait que renforcer ce cadre de bienveillance et de coopération qui est nécessaire de créer au préalable. Voilà, on a assez parlé. Alors, est-ce que vous avez des questions ou envie de partager vos expériences? Bon, si vous n'osez pas prendre la parole, il y a toujours le chat. Après, on a bien sûr aussi des échecs, hein, on ne fait que… la mariée est toujours belle et donc quand il faut témoigner, on essaye de… Mais les trois projets sont différents. Il y a des projets qu'on n'arrive pas à sortir parce qu'il n'y a pas de rentabilité économique, parce que le cadre de coopération, sur quoi reviendra tout à l'heure Camille, n'existe pas. Et on est de plus en plus persuadé que cet état d'esprit de coopération, cette bienveillance et cette envie de contribuer. On travaille sur des projets qui individuellement ne marcheraient pas. Voilà. C'est-à-dire qu'un entrepreneur tout seul ne peut pas y aller. Il y a nécessité de s'associer et donc d'aligner les intérêts. Voilà. Donc après, on a des projets, en effet, on en a quelques-uns. On en a enterré ce matin une dizaine, parce que pas de temps, parce que pas de porteur, parce que pas d'utilité sociale, pas de modèle économique. Et ça fait aussi partie du tri et de la qualification. Et donc du gain de temps qu'on fait. Le fait de dire non à des projets, c'est aussi un gain de temps et un gain d'argent par la modeste expertise qu'on peut avoir pour dire à la collectivité, non, là, ce n'est pas la peine d'y passer du temps. Par contre, il vaut mieux affecter des moyens sur celui-là ou sur celui-là. Mais on a pas mal de projets qui n'ont pas marché. Voilà. Marilène? Oui. Vous vouliez intervenir? Non. J'ai cru. J'ai une question à poser, mais c'est vraiment très ciblé. Moi, la chose qui m'a intéressée, c'est la partie sur le voyage d'études dans un tiers-lieu qui m'a fait tilt. Parce que on ne vous entend plus. Marilène, vous avez coupé le micro. Ça y est, j'ai remis. Vous m'entendez? Oui. Pourquoi ça vous a interpellé? Ça m'interpelle parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de faire. Parce que j'aimerais visiter des tiers-lieux un petit peu partout. J'en ai identifié certains, mais qui sont hyper loin, qui sont pas. Enfin, je sais pas si celle dont la dame faisait référence, c'est sur le territoire du Jura ou quoi? On est allé à Grasse voir Tetris, qui était aussi un pôle de coopération économique. Alors c'est vrai que c'était un petit peu loin. On a réussi à partir d'une dizaine de personnes. Le voyage d'études ou la venue d'intervenants ou de témoins fait partie de la création de la culture commune et de la capacité à entendre ou voir les mêmes choses. Et du coup, à conforter une certaine vision de retour sur le territoire. Pour nous, c'est un outil important. C'est vrai qu'on aurait pu aller plus près, mais il y avait certaines similitudes avec ce PTCE. Et nous, ce qu'on en a retiré au-delà de la bâche, c'est que on travaille aujourd'hui, nous, sur un tiers-lieu sur Lons, pour ancrer notre projet territorialement et pour créer ce décloisonnement qu'on voudrait instaurer. Et ça nous paraît de plus en plus important de s'incarner dans un lieu central, un peu alternatif, mais pour que quelque part nos valeurs et notre vision puissent se vivre au quotidien. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport au territoire que vous touchez. On parle du cluster Jura. Est-ce que c'est tout le Jura? Est-ce que c'est surtout autour de Lons? Est-ce que par exemple, Marilène habite à Saint-Laurent-en-Grandvaux? Est-ce que c'est dans le Jura? Le bassin de vie et le territoire, le terreau, c'est le pays lédonien, qui a aujourd'hui plus que 4 Comcom. Mais c'est vrai qu'on arrive des fois, on intervient parce que pour la duplication de projets sur d'autres territoires, que ce soit en Bourgogne-Franche-Comté ou au niveau national. Mais notre territoire de prédilection, c'est le pays lédonien, sachant que, je ne sais plus ce que je voulais dire, oui, sachant qu'on fait partie aussi d'un collectif qui s'appelle le Générateur Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est un collectif qui est à la disposition des collectivités de la Bourgogne et de la Franche-Comté pour générer du projet. Voilà. Donc, je ne sais pas si
dans les membres, il y en a des participants, il y en a qui font partie du générateur Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a Franche-Comté Active sur la Franche-Comté. Il y a les foyers ruraux, le pôle d'économie sociale et solidaire, Bourgogne Active sur d'autres territoires en Bourgogne. Et on a une dynamique collective, une expertise commune. On se revoit souvent pour que justement l'ensemble des territoires ou les collectivités puissent bénéficier d'un accompagnement globalement le même. Alors après, nous, le cluster, on est particulier parce qu'on est très ancré, mais quelque part, la philosophie reste la même. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour Pierre-François, donc Anne-Cécile Clure, je travaille au Grand Besançon, service environnement. J'ai déjà eu le plaisir de visiter, de voir le cluster de plus près et puis la chance d'accompagner Pierre-François avec un groupe d'acteurs de notre territoire à Grand Besançon Métropole, à la start-up de territoire à Valence Romand. C'était une chouette expérience. Là, je vois que finalement les 4 outils sur le territoire du Jura, ils se structurent avec, je pense, une certaine complémentarité. Et on voit, moi, je trouve que je suis assez épatée, enfin, je ne sais pas assez, je suis épatée de la réactivité que du coup, vous arrivez à avoir au niveau de la start-up, là, notamment avec le projet Résilience. Je trouve ça vraiment chapeau. Je vois bien que quand on est venu avec ce groupe d'acteurs, donc on avait fait ce voyage, on l'avait fait de façon partagée, on a fait un débrief qui était encore un peu plus large, tout le monde était intéressé par ce qu'il y avait derrière, et après il manquait quelque chose, il manquait très clairement une volonté politique. Cette volonté, donc, elle peut encore changer, puisque là, chez nous, on est dans l'entre-deux tours. Je ne sais pas du tout ce qui va advenir sur notre territoire. Et donc, je suis très en attente de tout ça. Et moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus, finalement? Est-ce qu'il faut recommencer avec les prochains et revenir et réessayer? Est-ce qu'il faut… parce que je vois bien qu'il y a des acteurs qui sont partenaires, je vois bien qu'en termes de ressources, on en a plein. Je vois bien que sur les savoir-faire coopératifs, il y a des choses qu'on essaie de faire en lien avec le plan climat et qu'on continue à développer. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire après les élections, c'est-à-dire dans pas très longtemps, pour essayer de changer les choses? Oui, alors je ne peux pas faire grand-chose sur les élections. Par contre, on a un certain avantage, dans le cluster et dans la SIC d'avoir mis les collectivités dans le cluster. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une commune, 3 Comcom et le pays qui sont adhérentes, sociétaires, pardon, je suis reprise par Camille, qui sont sociétaires, et donc du coup, on n'a pas besoin de… Enfin, on a un modèle économique, une logique entrepreneuriale, et on n'a pas besoin aujourd'hui d'attendre la validation politique pour savoir s'il faut le faire ou pas le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus persuadé que la résilience d'un territoire, c'est l'alliance de petit 1, le cadre de coopération, et je vais laisser la parole à Camille pour qu'elle le développe un peu, et après l'émergence des projets. Et un territoire, donc quelque part ce que tu as commencé à tisser, Anne-Cécile, je pense, n'est pas perdu, mais voilà, j'allais dire, il faut continuer à créer ce cadre de coopération, c'est du bilatéral, c'est des voyages, c'est des intervenants, c'est de la convivialité, c'est la capacité à relier les acteurs sur un territoire et à ne pas les laisser atomiser pour qu'à un moment ou à un autre, alors ça peut être des acteurs sur un sujet, sur le sujet de la bouteille, sur le sujet de l'EIT, sur le sujet du PAT, et à un moment ou à un autre aussi que ces différentes toiles d'araignée se lient aux autres, les unes aux autres, pour que le territoire gagne en résilience. Donc il y a un travail de fond qu'on est en train de faire émerger, nous, en termes de formalisation de méthodes et qui nous paraît important, mais je vais laisser Camille parler, sur la résilience du territoire. Comme j'exposais brièvement au début sur le programme de R&D social, c'est vraiment un peu le nœud de notre programme, de se dire si on veut faire de la coopération ancrée et que ça s'incarne dans les projets, concrètement, comment on fait, quels outils et quelles nouvelles conventions, nouveau statut juridique, nouvelles normes réglementaires qui seraient à décaler ou à changer. Et ce qu'on travaille sur les cadres de coopération, c'est qu'on se rend de plus en plus compte que un de nos métiers vraiment principaux, c'est vraiment de réussir à mettre en lien les gens, à essayer de créer des collectifs hybrides et multi-acteurs, c'est-à-dire du coup autant avec les collectivités, leurs élus et techniciens, que des entreprises avec tous les différents statuts, les individus, etc. Et de réussir à avoir une gouvernance dans ces collectifs hybrides-là qui puissent perdurer tout le long des projets et s'incarner dans les projets de manière différente. Du coup, au début, c'est peut-être juste avec un collectif un peu informel, hybride, pour les premières phases d'idéation. Après, c'est sur l'engagement, etc. C'est de se dire, entre l'alliance et les contrats, concrètement, comment on arrive à exprimer toutes les
les apports, les contributions, les risques et les garanties de chacun pour qu'on puisse tous en transparence co-construire réellement. Et après, c'est au plus long terme, ça c'est un truc sur lequel on a encore un grand champ pour innover, sur créer des projets issus de cadres de coopération qui incarnent cette dimension et ancrée, et faisable, et pertinente, et collective surtout. Et de se dire comment à très long terme, on arrive à continuer à garder ça sur 5-10 ans et que justement ce ne soit pas quelque chose qui soit détruit à chaque nouvelle élection, etc. quoi. Et du coup, là-dessus, en tout cas, on formalise de plus en plus avec le travail de R&D de se dire que ces cadres de coopération-là, c'est vraiment toute la marmite, tout le chaudron qui fait que tout peut se passer, etc. Et que dans ce chaudron-là, en fait, on innove avec des outils qui sont Startup de territoire pour le début, qui seront peut-être… les SIC, c'était déjà une innovation, hein, c'est un statut particulier d'avoir une gouvernance multi-acteurs. Mais il n'y a pas que ça, il y aura peut-être aussi des nouvelles formes d'entreprises à inventer ou des nouvelles formes de manière de gérer ces entreprises-là, etc. Cécile met sur le projet résilience, mais le projet résilience, c'est un coup de bol, mais un alignement de planète qui à l'instant T, on a réussi à mettre à l'instant T les bonnes personnes dans la bonne pièce. La question que j'avais posée, comment vous expliquer que ça ait pu… Parce que quelque part, on a créé ce cadre de coopération et que les gens avaient l'habitude de se faire confiance. Voilà. Et que quand Groupe Demain a dit moi je mets les machines, je mets 25 000 euros, la structure elle va être créée que dans 6 mois, mais il a dit je sais que je travaille avec des gens avec qui je suis en confiance et je vais les récupérer. La ville nous a dit pareil, donc voilà. Donc c'est parce qu'il y avait ce cadre de coopération, cette maturité coopérative, qui fait que globalement, on n'était pas dans la méfiance, on était dans la confiance, et que au pire, ça marchait. 25 000 euros pour le groupe coopératif Demain, c'est pas grand-chose, à part que pour le projet, c'était le facteur qu'il nous fallait. On n'avait pas ces 25 000 euros d'investissement dans les machines à coudre, on n'avait pas 14 personnes 15 jours plus tard. Voilà. Donc c'est ce travail de fourmi et c'est important pour nous de le travailler aussi en R&D pour le formaliser. Et donc la thèse de Camille nous aide là-dessus. De réflexion, quand on crée des nouvelles voitures qui sont plus économiques, c'est de la R&D technologique. Voilà. Et je considère aujourd'hui que pour avoir des territoires résilients, il faut faire de la R&D parce qu'il faut innover et je souhaite que la R&D soit reconnue, la R&D sociale, la R&D territoriale. Les boîtes privées ont énormément de financement pour faire des nouveaux produits. Pourquoi nous, on n'aurait pas de financement pour créer des nouvelles façons d'intervenir sur les territoires du fait de la métamorphose qu'on est en train de vivre. Et deuxième chose, du coup, cette ingénierie, ce n'est pas une charge de fonctionnement, c'est un investissement. Voilà. Et c'est un investissement comme un processus de R&D. Et ce n'est pas facile de le faire passer dans la tête des collectivités, parce que Anne-Cécile vient de le dire. Il y a des budgets, mais il faut considérer que c'est un budget d'investissement et pas un budget de fonctionnement. Parce qu'on est en train de préparer et de travailler sur la R&D et d'investir pour que le territoire soit résilient et prêt à passer les différentes métamorphoses qui nous arrivent dessus. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ça m'éclaire effectivement sur ce qui… Je pense qu'on n'en est pas du tout au même endroit, en fait. Mais je pense que tout le travail qu'on fait effectivement de fourmi que vous avez fait au départ pour créer ce cadre de confiance, pour créer ces petits noyaux finalement de coopération qui peuvent démarrer à plusieurs endroits dans le territoire, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire avec notre plan climat partenarial, avec un club climat qui va se mettre en place. Ce qui me semble aussi intéressant et qu'on n'a pas du tout comme dimension aujourd'hui, c'est la dimension économique que vous avez réussi finalement à mettre en lien, à articuler, et ce qui donne à la fois, je trouve, beaucoup de puissance et de réactivité, et puis qui donne du coup en retour des résultats aussi. Et ce qu'on n'a pas forcément sur des projets plus longs qui peuvent être de l'économie circulaire dans le BTP ou des projets qui vont être plus long terme. Quoi. Mais j'entends du coup continuer, le fait qu'on a à faire, c'est à continuer à construire ce cadre de confiance et puis essayer de travailler la gouvernance pour qu'on ait plus à renégocier à chaque fois. En fait. Après, sur le cadre de coopération, c'est comme sur les projets, on va rester très humble. Des fois, c'est long. Là, on travaille sur un PAT, on travaille avec des institutions qui sont en bio, la Chambre d'agriculture qui n'est pas que bio. Voilà. Donc, on est encore dans des périodes où je vais appeler ça des préliminaires, mais voilà, on apprend à se connaître et c'est long, donc ce n'est pas gagné non plus. Puis il y a des fois, on n'arrive pas à le créer.
on n'arrive pas à le créer. Voilà. Donc, mais pour nous, ça nous paraît de plus en plus un préalable, au-delà du projet, qui sortent j'aime bien cette idée de relier les individus et les organismes sur un territoire pour augmenter sa résilience. Je vis au fur et à mesure, en fait. Même si un cadre de coopération n'arrive pas à avoir lieu parce que les gens ne sont pas assez confiance ou qu'il y a quelque chose qui capote ou quoi que ce soit, après, finalement, s'il y en a un autre, peut-être que ça va redonner confiance aux premiers acteurs qui, finalement, ça va débloquer des trucs et relancer le premier, etc. Et c'est vraiment un travail de fourmi, un travail de fond qui doit se faire sur le long terme et qui est alimenté par des projets qui sont un peu les émanations concrètes de tout ce travail, quoi. Du coup, Camille, vous, enfin, toi, tu as quel profil? Que l'analyse et voilà, tout le travail d'analyse sur les projets, sur qu'est-ce qui marche pas, et donc, qui sont si importants. Voilà, ils sont un peu pris sous quel prisme? Est-ce que c'est le prisme de quelqu'un qui sort d'une école de commerce ou quelqu'un qui a plutôt un profil de sociologue? Voilà, c'est la deuxième option. Moi, j'ai fait tout mon cursus en sociologie et je suis actuellement doctorante à l'IAE de Paris en sciences de gestion. Donc là, j'ai un peu changé de casquette et c'est vraiment plutôt sur la sociologie des organisations, sciences des organisations que j'étudie ça. Et du coup, avec un directeur de thèse qui est spécialisé en entrepreneuriat et du coup, surtout sur l'entrepreneuriat collectif et les nouvelles formes émergentes, d'où l'entrepreneuriat de territoire et toutes ces conditions d'émergence en amont, donc la création des cadres de coopération et la rétroactivité qu'il y a entre les deux. D'accord. Voilà le profil. Les profils des salariés du cluster sont très différents. On a une urbaniste aménageuse, une entrepreneuse sociale, quelqu'un qui sort du centre d'énergie atomique, quelqu'un qui sort d'une école du commerce et qui a été prof en école de commerce, enfin prof en tout cas, oui. Une chercheuse sociologue. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a une stagiaire AgroSup et puis on a un contrat de professionnalisation Sciences Po, Lyon, IAE Saint-Étienne. Voilà. Et le modèle RH du cluster fait qu'on a accueilli beaucoup de stagiaires et on a plutôt un gros turnover. En partie parce que certains salariés trouvent du job soit sur des projets qui portent, soit sont pris après leur stage ou après des CDD chez nos clients ou chez nos sociétaires. Voilà. Donc on a des gens qui travaillent dans les Comcom, qui travaillent à la chambre. Voilà. Et donc du coup, on a aussi un rôle pour moi de monter en compétence, ou en tout cas de monter en compétence du territoire par la capacité à pouvoir attirer des gens et provoquer une certaine attractivité. Voilà. Et de manière vraiment générale, enfin, le cluster Jura, outre les cadres de coopération, c'est vraiment réussir à insuffler ce mode projet, cet esprit entrepreneurial qui du coup s'observe aussi au sein de l'équipe. C'est intéressant de voir comme c'est généralement en cascade, quoi. Moi, j'avais une question aussi sur justement vos pratiques d'animation et en intelligence collective. C'est une pratique qui fait partie de votre ADN. Comment l'avez-vous acquise et comment la diffusez-vous aux membres de votre équipe qui parviennent d'horizons comme ça très, très diversifiés? Ils sont déformés en arrivant, voilà. Ils ne sont pas formés mais déformés. Non, on est issus de différents milieux, mais aussi de l'éducation populaire. Hein. Enfin, je veux dire, revenons aussi aux bases d'où vient cette intelligence collective avant d'être formalisée de manière entre guillemets commerciale et intellectuelle. Elle a été faite de manière innée. Donc on s'est formé. Il y a eu quand même pas mal de formations de l'ADEME et du Conseil régional là-dessus. Et puis surtout, peut-être là où je voulais insister, c'est que notamment quand on a fait Startup, avec une trentaine d'animateurs, on a proposé, et c'est Camille qui l'a animé, un cursus d'animation, un cursus de formation professionnalisant pour les animateurs. Voilà. Et donc, du coup, les gens sont repartis avec 2 jours de formation agréés dans leur budget formation, fait par, je ne vais pas tout dire, fait par le CPIE et le CFPPA. Donc, ce n'est même pas nous qui avons formé, mais on est allé chercher des organismes formateurs du territoire et on a monté avec eux un cadre de formation, d'une ingénierie de formation. Et il y a une dizaine de personnes qui ont pu suivre ces 2 jours et ensuite réutiliser ces méthodes d'animation et cette posture dans leur propre job et dans leur propre organisation. Tout est dit.
Voilà, c'est aussi là, c'est aussi intéressant. Après, on s'inspire aussi au niveau de Make-Sense, on s'inspire aussi au niveau de l'Université du Nou, on s'inspire, enfin voilà, on a différentes sources d'inspiration qui nous permettent d'essayer de régénérer nos méthodes et nos savoir-faire. Surtout pour Startup de territoire, il y a aussi un réseau national de tous ceux qui en font dans leur territoire. Donc, il y a aussi vraiment une grosse capitalisation qui est faite où, en fait, entre guillemets, on améliore les techniques les uns des autres à chaque édition. Donc, on a aussi pas mal de retours d'expérience où on s'appelle les uns les autres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça permet de bien roder les techniques et de bien les mettre en adéquation avec les besoins des différents projets, quoi. Mais on s'inspire beaucoup. Ouais, Mais on retombe très vite aussi dans les travers, dans les travers des réunions en U et tous derrière une table, quoi. Voilà. C'est vraiment une lutte pour, quand vous parlez d'intelligence collective, pour essayer de casser ces standards et que les réunions deviennent du plaisir et pas des jeux de représentation. Mais on retombe très vite dedans. D'accord. Le café touche à sa fin. Je sais, on va peut-être prendre encore une dernière intervention, une dernière question, s'il y en a. Sinon, avant peut-être de vous laisser le mot de la fin, Pierre-François, je voulais juste vous rappeler les prochains rendez-vous du réseau des potes. Donc, le jeudi prochain, le café chez un pote se déroulera avec Gérard Magnat. Donc, il s'agira là aussi d'une SIC du Jura, mais donc la thématique que voudra traiter Gérard Magnat, sera de l'expérience du parc éolien de Chamols vers d'autres projets. Voilà. Le 26 juin prochain, on aura un webinaire d'accueil des nouveaux potes qui nous ont rejoints ces derniers mois. Et le 9 juillet, on a une réunion du groupe de potes testeurs leaders, qu'on a appelé les testeurs leaders, et qui nous accompagnent, nous, équipe d'animation, donc pour animer le programme d'animation à venir dans les prochains mois. Donc, on vous invite à nous rejoindre. Je ne sais pas, Christiane, Muriel, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Moi, j'ai rien à ajouter, sinon, voilà, un grand merci à Pierre-François et Camille pour vos interventions. J'aimerais bien entendre les participants juste dire un petit mot de la fin sur ce qui vous a interpellé. Qu'est-ce que vous gardez de cette heure passée ensemble? Qu'est-ce qui, voilà, que vous repartez avec quoi? Qui veut commencer? Alors, il faudrait mettre votre micro. Oui. Voilà. C'est bon? Ouais. Oui, moi je trouve que ce que fait le cluster avec notamment les startups de territoire et cette émulsion à créer du collectif dans l'intérêt du territoire, c'est hyper important parce que c'est souvent des porteurs de projets convaincus, convaincants, mais qui peuvent vite, très vite ou trop vite s'essouffler parce qu'il n'y a pas de réponse ou de résonance en face sur des projets souvent en rupture. On l'a vu pour recréer une filière de consignes. C'est pas encore simple aujourd'hui dans la réalité des Comcom de mettre ça en place avec des intérêts qui dépassent souvent. Et c'est cette capacité de créer de l'intérêt partageable qui est très fort et que ce que propose Cluster. Donc, c'est des super initiatives parce que des porteurs de projets qui, même grâce à des startups de territoire, ils peuvent comprendre qu'ils ne sont pas fous, ils ne sont pas tout seuls. Et après, il va y avoir encore du chemin d'aller plus loin à cause des problèmes réglementaires, d'expérimentation, de tests. Et c'est là où il faut être fort mentalement quand on n'est peut-être pas un entrepreneur classique, qu'on n'a pas la gagne du marché et qu'on a des valeurs sociales ou solidaires à défendre, à partager. Et il faut pouvoir concilier tout ça et se sentir épaulé dans une équipe projet qui dépasse souvent l'ambition ou qui fait peur, encore une fois, parce que on se lance dans un inconnu et on se demande si on ne va pas être mangé ou si tout ne va pas s'écrouler. Donc, ce qu'ils font, c'est génial. Voilà. Vous les connaissiez déjà? Oui, bon, on est collègues.
Voilà, et ben merci beaucoup. Moi, je veux dire oui, une chose que j'ai retenue quand même, parce que bon, je connaissais le cluster Jura. J'ai beaucoup apprécié donc le focus sur les 3 projets qui nous ont été présentés. Et j'ai particulièrement été interpellée dans la fin de l'échange sur l'utilisation du terme résilience. En sortant là, de la période du Covid, on parle beaucoup de résilience, de l'après-Covid. Du coup, tout le monde réfléchit à comment accompagner les territoires pour qu'ils deviennent résilients. Donc là, moi, j'ai souligné que quand même la résilience était quand même conditionnée à la force d'un cadre de coopération. Jusqu'à présent, ça ne faisait pas partie des facteurs qu'on mettait en avant associés à cette notion de résilience. Et ça me plaît bien. Et donc ça, c'est une idée que je retiens, que je vais dérouler, faire cheminer. Merci Muriel. Anne-Cécile? Oui, moi je veux bien poursuivre. Et donc, moi je retiens aussi cette idée justement de travailler le cadre de coopération finalement comme un fond, comme une base sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis, d'ailleurs, ça avait été envoyé vous l'aviez envoyé dans Cities il y a quelque temps. Vous aviez envoyé une info vers des webinaires de l'Institut des territoires coopératifs. Et je suis en plein train de les regarder. Il y en a 5 et je suis en plein milieu. Et donc, ça vient vraiment appuyer sur tout ça. Et je me dis qu'effectivement, on peut continuer à aller vers ça. Moi, ça me donne aussi de l'espoir. Et puis, je me dis que je vais attendre de voir quels vont être nos prochains élus. Mais je vais peut-être venir les baigner un petit coup chez vous dans le Jura. Merci en tout cas. Oui. Aurélie, vous voulez dire quelque chose? Oui, alors moi qui viens d'arriver dans le métier, je repars inspirée et puis renforcée dans mes convictions personnelles. Voilà. Merci. Et Marilyn? Marilyn, pardon. Moi, c'est un petit peu la même chose. Je me sens toujours un petit peu seule dans mon petit coin du Jura. J'ai l'impression d'être un extraterrestre avec mes idées bizarres. Donc là, je suis un petit peu confortée, pareil, dans mes... Et du coup, ça me redonne un petit peu d'énergie pour continuer. Super. Et voilà. Et moi j'ai beaucoup apprécié la question, le travail de fourmi, parce qu'on a quand même toujours l'impression de faire un travail de fourmi, puis on a l'impression de ne pas en voir le bout, et simplement, il y a des moments où, voilà, quand ça se concrétise et quand ça prend forme, on se dit que ça a servi à quelque chose. Hein. C'est un très très bel exemple. Et là, on ne voit pas Jean-Pierre, mais je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu souhaites, si tu es toujours là et si tu souhaites partager du coup ton impression. J'ai pas l'impression. Je ne sais pas, oui. Voilà, merci en tout cas pour la richesse de vos présentations, Pierre-François et Camille. Vous voulez dire un mot de la fin? Non, on est disponible. Nos mails, notre téléphone, et même mieux venir, je pense notamment à Marie ou à Marlène, si elles se sentent seules et qu'elle n'est pas loin. N'hésitez pas, on vous accueillera avec plaisir et ce sera pour nous source d'enrichissement. Voilà. Merci. À bientôt, à jeudi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà.